Très bien. Alors, Philippe, merci pour venir. Peut-être on peut commencer. Parlez-nous un peu de Mirova, son travail avec Natixis du groupe EPCE et peut-être ses priorités principales. Merci. Bonjour Ted, bonjour, bon après-midi à tous. Mirova est une société de gestion d'actifs qui fait partie du groupe BPCE, que nous avons créé à l'intérieur du groupe BPCE il y a un peu plus de 10 ans maintenant, fin 2012. Donc fin 2012, c'était un moment où les sujets notamment environnementaux n'étaient pas encore aussi visibles et aussi importants qu'ils le sont aujourd'hui. C'était avant la COP, avant l'accord de Paris, avant tout ça. Ouais. Et on avait cette idée de se dire, il faut qu'on arrive à démontrer qu'on peut faire un vrai business d'investissement. Donc investir de l'argent dans toutes sortes de classes d'actifs, dans des actions, des obligations, des infrastructures, des entreprises non cotées, et le faire avec une conviction très forte que l'impact environnemental et social était un élément clé, et donc en cherchant à avoir un impact environnemental et social positif, évidemment. Ouais. Et faire ça en même temps que de faire son travail d'investisseur comme on doit le faire. Parce que, comme je le dis régulièrement, dans investisseur responsable, le mot important, c'est investisseur, parce que c'est notre métier. Oui. Et donc, c'était cette démonstration qu'on a voulu faire et qu'on a essayé de faire ces 10 dernières années. Aujourd'hui, Mirova, c'est une société de gestion qui donc emploie 250 personnes, qui a des équipes à Paris, à Londres, à Boston, à Nairobi, à Singapour, et qui gère un petit peu moins de 30 milliards d'euros, avec vraiment cette conviction depuis le début que la finance peut servir à créer les conditions pour un monde plus inclusif et meilleur. Excellent. Et c'est intéressant ça parce que c'est une question du type d'investissement. Parce que Mirova travaille avec des sociétés cotées et non cotées aussi. Alors, comment sont les défis et les solutions différents pour chacune d'entre elles? Alors d'abord, notre conviction depuis le début, c'était que le mode de financement des entreprises et des projets est très vaste. La finance est très innovante, a toujours plein d'idées, pas toujours pour le bien, mais a toujours plein d'idées. Et donc, notre point de départ, c'était de dire il faut qu'on utilise l'ensemble de ce spectre des outils financiers. Oui. Et dans ces outils financiers, il y a évidemment les marchés financiers, donc les marchés cotés, les marchés d'actions, les marchés d'obligations. Et puis, il y a ce qui n'est pas coté, donc l'investissement directement dans des projets ou dans des entreprises. Oui. Donc, on a essayé progressivement de couvrir l'ensemble de ce spectre-là. Et on voit bien que c'est le type d'impact qu'on peut avoir est de nature assez différente quand on investit dans des actions cotées en bourse ou dans une entreprise non cotée. Donc, par exemple, nous, ce qu'on fait beaucoup dans la partie non cotée, c'est l'investissement dans les énergies renouvelables, la transition énergétique. On est un gros acteur des énergies renouvelables en Europe et maintenant en Asie et en Afrique aussi. On a fait une acquisition d'une structure qui fait du financement de solaire en Afrique. Oui. On est un gros investisseur dans ce qu'on appelle le capital naturel, c'est-à-dire tout ce qui est agroécologie, conservation des forêts, conservation des océans. Et tout ça à travers des projets, de la technologie, des nouvelles entreprises. Et donc là, on voit qu'on a un impact très direct, très mesurable, assez facile à comprendre. Quand on investit dans de la restauration de terres dégradées en Amérique latine ou en Afrique, quand on investit dans la transition énergétique au Kenya ou en Tanzanie, quand on investit dans des nouvelles technologies industrielles, de transformation environnementale, l'impact est très clair. Oui. C'est plus difficile dans les marchés cotés, parce que sur les marchés cotés, quand on investit dans des grandes entreprises cotées en bourse, Oui. c'est très souvent des entreprises qui font beaucoup de choses et où donc l'impact est plus difficile. Et puis aussi notre pouvoir de conviction vis-à-vis de ces entreprises est plus difficile, parce qu'on en détient généralement qu'une petite partie. Mais nous, on a la conviction qu'il faut vraiment utiliser l'ensemble de ces outils pour essayer d'avancer. Oui, mais c'est fascinant parce qu'on parle ici aussi de montrer l'impact d'investissement. Et ça, c'est le plus difficile parce que comment est-ce qu'on peut trouver les données fiables et précises sur l'impact? Parce que j'ai noté ça, il y a une entreprise qui parle de durabilité, il dit il y a un bon impact socio-économique, mais comment exactement? Par exemple, il y a des investissements énormes du Banque mondiale, milliards et milliards de dollars, et on dit que le PIB a augmenté 2%. Et est-ce que les deux choses sont liées? Absolument impossible à dire. Alors, qu'est-ce que vous allez, ou qu'est-ce que Mirova, ou comment Mirova surmonte-t-elle ce problème des données fiables? Alors,
Deux choses là-dessus. D'abord, la première chose, c'est que les données, c'est très important, mais il ne faut surtout pas avoir, en quelque sorte, une espèce d'alibi qui consisterait à dire je n'ai pas assez de données, donc je ne peux pas agir. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, depuis nous 10 ans, mis en avant de façon très forte. C'est il faut faire avec les données qu'on a. Or, les données, aujourd'hui, sont de plus en plus importantes. Et je crois qu'elles vont être encore de plus en plus importantes dans l'avenir. Parce qu'en fait, ces données vont se multiplier, on le voit bien, à travers non seulement l'évolution de la réglementation, Oui. et donc de la comptabilité des entreprises. Depuis un siècle et demi, depuis la révolution industrielle, les entreprises décrivent leur activité de façon extrêmement simpliste, on va dire, avec deux colonnes, plus et moins, ce que je gagne, ce que je dépense et la différence entre les deux. Donc une mesure exclusivement financière et assez simpliste. Ce qu'on va leur demander maintenant, et notamment avec les nouvelles directives européennes, la fameuse directive CSRD, Oui. directive sur le reporting extra-financier, eh bien on va demander à toutes les entreprises européennes de plus de 250 salariés de décrire leur activité de façon beaucoup plus riche. Non seulement non plus avec ces deux colonnes, mais avec tout un tas de différentes données sur leur impact sur les gaz à effet de serre, sur le climat, leur trajectoire climat dans le futur, Oui. leur utilisation des ressources aussi, de l'eau, des ressources en métaux et autres ressources, leur impact social évidemment, sur l'emploi, sur les inégalités, sur les salaires, sur l'égalité hommes-femmes, etc., sur les droits de l'homme. Et donc tout ça va devenir maintenant de plus en plus normé et les entreprises vont devoir expliquer en quelque sorte leur business de façon beaucoup plus riche qu'elles ne le faisaient avant. Mais où est-ce qu'on trouve les données? Parce que ça, c'est le plus difficile. Parce que vous avez décrit effectivement ce qu'on doit faire, mais d'où viennent les données? Donc ces données vont venir de plus en plus des entreprises, mais pas seulement. Je crois qu'elles vont venir aussi d'acteurs tiers. Oui. Prenez un exemple, par exemple. Jusqu'à présent, pour connaître les émissions de méthane des compagnies pétrolières et gazières, il fallait demander aux entreprises de donner cette information-là. Et elles donnaient l'information qu'elles voulaient. Maintenant, on a des satellites qui peuvent mesurer puits par puits les émissions de méthane. Et donc les mesures ont été faites et on a découvert qu'en fait, les émissions de méthane étaient 10 fois supérieures à ce que les entreprises disaient. Et donc vous voyez bien que en fait, de plus en plus, ces données qui viennent de l'entreprise vont être challengées, vont être contestées, vont être complétées par énormément de données qui vont venir de l'intelligence artificielle, des satellites, de la blockchain, de tout ce que les technologies vont pouvoir apporter. Et donc nous, notre rôle, c'est maintenant de comprendre ces différentes données qui existent et les utiliser intelligemment comme un investisseur. Oui. Et ça implique aussi de créer des nouvelles méthodologies pour nous, financiers. Et ça, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. On considère que ça fait partie de notre rôle, Mirova, non seulement d'investir, mais de travailler sur les méthodologies. Dès 2015, on a co-développé avec un cabinet de conseil qui s'appelle Carbone 4, Ouais, à Carbone 4. qui est un grand cabinet de conseil français. Et on a co-développé avec eux une méthode de mesure de l'empreinte carbone des portefeuilles. Plus récemment, il y a 2 ans, on a fait un consortium parce qu'on a une vision très open source, on va dire, très collaborative de notre métier. Donc on a fait une collaboration avec AXA, avec BNP, avec Sycomore, avec 3 sociétés de gestion françaises. Et on a créé, avec une fintech française qui s'appelle Iceberg Data Lab, une base de données sur l'impact des entreprises sur la biodiversité. Donc l'idée, c'est il y a de plus en plus de données, il faut les utiliser de façon intelligente et quand on n'en a pas, il faut se retrousser les manches pour essayer de les créer. Oui, exactement, ça c'est clair. Et c'est fascinant aussi parce que si on pense, j'ai travaillé aussi avec une entreprise Satelligence. Ils utilisent les satellites aussi, LiDAR, aussi GPS. Et avec ça, on peut faire une visualisation. On peut voir où est la forêt, où est la destruction. Bien sûr. Peut-être on vit aussi. Et c'est bien différent, non? La possibilité d'unir les différents types de données. Absolument, Oui. absolument. Et encore une fois, vraiment, je pense qu'on ne va pas manquer de données dans les années à venir. Au Oui. contraire, on va en avoir probablement beaucoup plus qu'on est capable d'absorber et d'analyser. Donc le véritable enjeu va être de sélectionner ces données, d'essayer d'aller chercher celles qui sont les plus pertinentes, les plus intéressantes pour prendre des bons choix, pour faire des bons choix d'investissement. Oui, et ça c'est le plus difficile, toujours, mais c'est un travail en train. Mais si on considère ça, alors quels sont
les secteurs qui offrent les opportunités les plus prometteuses pour investir avec un impact positif sur le développement durable. C'est clair que ce n'est pas pétrole, mais quel autre secteur en particulier? C'est très vaste en fait en réalité. On a l'impression effectivement quelquefois quand on se dit on va investir sur de l'impact, de l'investissement responsable, qu'on réduit considérablement notre champ d'investissement. Alors c'est vrai qu'on le réduit un peu parce qu'on ne va pas investir dans le pétrole et le gaz et le tabac ou d'autres éléments de ce type-là. Mais malgré tout, aujourd'hui il y a une innovation considérable, environnementale mais aussi sociale. Et donc on a un champ d'investissement très large. Alors bien sûr la transition énergétique est un élément clé. Donc la transition énergétique, c'est les énergies renouvelables, bien sûr, mais c'est aussi tout ce qui est efficacité énergétique, et ça demande beaucoup d'investissement pour rendre les processus industriels plus efficaces, c'est les transformations de production. Hein. On est au cœur du système productif, et ça demande des financements, des investissements massifs. C'est aussi évidemment tout ce qui tourne autour de la mobilité. Donc il y a les énergies renouvelables, et puis ensuite il y a les usages en fait de l'électrification des usages. Et donc notamment tout ce qui tourne autour de la mobilité propre, donc des nouvelles flottes de véhicules, de l'hydrogène, des réseaux de batteries pour l'électricité, du stockage électrique. Donc voilà, des nouveaux fuels pour l'aviation. Enfin, il y a un champ d'investissement massif, mais ça peut être aussi des sujets très industriels. Par exemple, la construction en bois, par exemple, les nouvelles protéines à base d'insectes. Ça peut être des systèmes, par exemple, de freinage des véhicules qui absorbent les particules au freinage pour éviter de la pollution. Ça peut être des rotors pour les bateaux pour qu'ils consomment moins de fuel, donc des types quasiment des grandes voiles en fait qu'on met dans des rotors de bateaux. Enfin, il y a un champ d'investissement très important. Et c'est vrai aussi, un peu moins, mais c'est vrai aussi du côté social. En tout cas, dans le champ de ce qu'on appelle les besoins en fait, sociaux des populations. Donc évidemment dans le secteur de la santé, comment on va effectivement d'abord apporter les solutions de santé au plus grand nombre, y compris d'ailleurs dans des pays en développement, comment on va traiter le vieillissement de la population dans les pays développés et quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ça. Et puis plus globalement, toutes les questions qui tournent autour de l'éducation et de l'amélioration des conditions de vie et de lutte contre les inégalités. Et là aussi, il y a des innovations qui se font, et notamment tout ce qui est nouvelles technologies de l'éducation, par exemple, sont des éléments extrêmement importants parce qu'elles vont permettre de développer et d'atteindre des gens qu'on n'arrive pas à atteindre aujourd'hui grâce à des nouvelles technologies. Donc le champ est très très vaste, et c'est un peu la beauté de ce qu'on fait aujourd'hui, et parce que pendant très longtemps on nous a posé la question à juste titre, mais finalement vous faites, c'est très bien l'éthique, c'est très bien la responsabilité, mais est-ce qu'on peut faire de l'investissement avec ça? Alors j'allais le dire de façon un peu plus brutale, est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec ça? Et en fait, heureusement, oui, grâce au tournant qui est en train de prendre notre économie et à l'innovation massive qui est en train d'arriver. Exactement. Non, et c'est fascinant parce qu'on peut voir, par exemple, dans le monde développé, spécialement en Europe, la quantité d'investissement dans l'énergie renouvelable. Par exemple, si on passe par France, on voit beaucoup d'énergie solaire, héliaïque, etc., toutes ces choses. Mais c'est différent pour les marchés en développement. Et spécialement si on parle d'investissement, ils sont privés en général. Est-ce que vous pensez que toutes les nouvelles règles et possibilités avec durabilité, ça c'est un autre défi ou c'est une opportunité pour les marchés en développement? C'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue parce que les enjeux sont là. Les enjeux du développement de demain, on va construire dans les prochaines décennies autant d'infrastructures qu'on en a construit au cours des siècles précédents. Et donc ces nouvelles infrastructures, si on ne les crée pas directement de façon soutenable, on va aller vers la catastrophe. Donc les besoins sont évidemment principalement dans les pays émergents. Regardez, l'Afrique est un exemple quand même assez évident. Je pourrais prendre l'Inde comme autre exemple, mais prenons l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, c'est 20% de la population mondiale. C'est 3% des investissements dans l'énergie aujourd'hui seulement. 3% des investissements dans l'énergie. Si vous prenez le sujet du solaire en Afrique,
je crois que tout le monde est d'accord. Vous voyez, il y a pas mal de soleil en Afrique. Spécialement dans les déserts. Spécialement sur les zones tropicales. Eh bien, l'investissement dans le solaire en Afrique aujourd'hui est équivalent à l'investissement dans le solaire aux Pays-Bas. Alors, vous voyez un petit peu l'absurdité de ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a un besoin de réorientation massive des capitaux. Et c'est là que les investisseurs ont un rôle extrêmement important à jouer parce qu'ils ont la capacité de réallouer du capital justement dans ces pays émergents. C'est pour ça, nous, qu'on a, depuis maintenant une dizaine d'années, fait vraiment cet effort-là. Aujourd'hui, on a, sur les un peu moins de 30 milliards que nous gérons, on a 1 milliard d'investis dans les émergents. Vous voyez, c'est pas énormément. Mais si vous comparez ça par rapport à ce qui se passe dans la moyenne des sociétés de gestion aujourd'hui dans le monde, c'est énorme. Ouais. Parce qu'il y a très peu de gens qui font ces paris-là et qui vont jusqu'au bout. Exactement, non, c'est clair. Mais en même temps, alors, si on va faire cet investissement, cette transition dans les marchés en développement, il y aura aussi des répercussions sociales négatives. Par exemple, si on dit on ne va pas utiliser le charbon plus, mais tous les mineurs en Afrique du Sud, par exemple, qu'est-ce qui va passer avec là? Alors, une idée maintenant qui est claire est cette idée d'une transition juste, a just transition. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour garantir une transition juste si on veut aller à une économie plus durable? Bien sûr. Bien sûr que, de toute façon, on ne peut pas déconnecter les sujets sociaux des sujets environnementaux. C'est la même chose. C'est les deux faces d'une même pièce. On l'a vu dans les pays développés, avec ce qui s'est passé. Les émeutes en France des Gilets jaunes sont liées à des sujets environnementaux, on le sait bien. Et donc, si on n'arrive pas à convaincre les populations et à leur démontrer qu'en fait, la transition ne va pas profiter à certains et être supportée toujours, comme d'habitude, par les plus vulnérables, alors on n'arrivera pas, effectivement, à avancer. Simplement, je pense qu'il faut rajouter un point à ça. Ouais. C'est que quand on dit que la transition a un impact social, il ne faut pas oublier que l'absence de transition a aussi un impact social considérable. C'est-à-dire que si on ne fait pas la transition aujourd'hui, peut-être qu'un certain nombre de mineurs garderont leur travail en Afrique du Sud. Ouais. Mais une bonne partie de l'Afrique sera inhabitable et on aura des migrations massives et on aura des impacts sociaux absolument considérables. Donc il faut bien regarder ça globalement et donc essayer d'apporter un développement durable. On est bien en train de parler de ça, c'est-à-dire qu'il faut que les pays, notamment en développement, continuent à se développer. C'est bien l'objectif. Oui, aussi parce qu'Afrique, par exemple, c'est 3% des émissions du planète. Alors c'est extraordinaire qu'on dit on doit faire toutes les choses pour terminer le charbon et vous pensez avec 3%? Bien sûr. Et certains pays seulement, oui. Bien sûr. Et non seulement c'est très peu des émissions, mais c'est là que les impacts du changement climatique vont être les plus importants. Et donc, ce sont ces populations qui vont souffrir le plus de ces évolutions. Donc, on a besoin d'avoir, là aussi, ça revient aux grandes discussions qui vont à nouveau se poursuivre à Dubaï, à la COP, dans quelques semaines. C'est quelle solidarité, quelle collaboration on a entre les pays développés et les pays en développement. Et aujourd'hui, on a besoin, je crois qu'une de ces collaborations la plus importante, c'est probablement le transfert de capital. C'est réellement apporter du capital pour que ces pays-là puissent d'emblée faire un saut en quelque sorte. C'est-à-dire passer de la situation dans laquelle ils sont directement vers une solution soutenable sans passer par toute la phase intermédiaire qu'on a connue dans les pays développés et qui a eu les conséquences que l'on sait. Exactement, parce qu'il ne faut pas avoir les canaux, par exemple, si on peut avoir les trains, non, et comme ça. Et aussi avec, je vois la possibilité, si on fait un lancement digital, mais on doit changer aussi la mentalité. Et ça, c'est l'autre chose, la dernière chose à parler. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la mentalité des gouvernements, des régulateurs spécialement, pour être plus ouverts à l'investissement avec un impact positif? Alors, il y a eu beaucoup de choses de faites en Europe, comme vous savez, ces dernières années. Et je crois que c'est un peu je crois que c'est une fierté qu'on doit avoir en tant qu'Européens, d'être en avance sur ce sujet-là. Et je crois que l'Europe a une vraie capacité à créer de la norme au niveau mondial.
Oui. Quelquefois, on sous-estime cette capacité-là. On a l'impression que voilà, on reste que notamment au niveau financier, c'est les Américains qui décident de tout. Mais je ne crois pas. Je crois que il faut qu'on ait cette force et de se dire non, la façon dont on régule nous notre économie et nos marchés financiers, ça peut devenir une incitation à ce que d'autres fassent la même chose demain. Voilà, donc aujourd'hui, on est malgré tout, et je ne veux pas terminer sur une note négative, mais malgré tout quand même, la situation est plus difficile qu'elle ne l'était il y a quelques années, parce qu'on a une polarisation extrême aujourd'hui de ce sujet-là, et donc des débats très, très durs qui sont en train d'avoir lieu, notamment aux États-Unis, mais aussi ailleurs. Et donc aujourd'hui, il y a des gens qui s'opposent à cette évolution de la finance et qui s'y opposent de façon très forte. Ce qu'il y a quelques années, 2-3 ans, pendant une phase que j'appelle un peu la phase romantique de la finance durable, autour de 2020, tout le monde était d'accord et on n'avait plus besoin presque d'argumenter. Aujourd'hui, on est revenu à une situation un peu de combat. Ouais. Et d'une certaine façon, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça nous redonne de l'envie et de la force. Et je crois que notamment le monde coopératif est bien placé pour répondre à ces enjeux. Exactement, et d'être du bon côté de cette lutte. Absolument. Excellent. Alors, ça a dépassé notre temps. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Philippe. Merci, Tali. Merci.